Alors, juste pour parler brièvement de Pneumovas, parce qu'il est en cours et qu'on a besoin de votre participation. Donc, vous savez que ça visait à évaluer des stratégies vaccinales innovantes anti-pneumococciques chez les patients traités par rituximab pour une vascularité en cas. Le rationnel, il est ultra solide et je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'attarder. C'est que nos malades, la première année en tout cas, ils meurent avant tout d'infection. Ça, c'est indiscutable. Toutes les cohortes le disent, les essais. Vous voyez la petite courbe en bas qui montre notamment les infections sévères la première année ou les infections telles quelles. Et c'est les infections bronchopulmonaires qui sont avant tout présentes. Et aujourd'hui, il n'y a globalement que 2 agents infectieux qu'on peut essayer de prévenir. C'est la grippe qui peut faire le lit de l'infection bactérienne ou être grave en elle-même par le vaccin et le pneumocoque. Et la pneumocystose, bien entendu, par une approche non vaccinale, mais par le Bactrim. Donc voilà, donc le fait de vouloir être plus actif est clair. Et Mathieu Gros avait fait une étude pilote, Pneumovas pilote, qui avait montré que chez les patients qu'on traite par rituximab, l'immunogénicité de la stratégie vaccinale, même recommandée, c'est-à-dire Prevnar, puis Pneumo 23 puis maintenant Pneumovax, donnait un taux de réponse, d'anticorps protecteurs assez faible et mauvaise, raison pour laquelle vouloir essayer d'optimiser la stratégie vaccinale est assez adapté. Et là encore, on s'est dit on va s'atteler à un traitement, les vaccins qui sont pas l'objet de la théorie du complot, histoire de se faciliter la tâche. Mais il paraît que le passage à 11 vaccins obligatoires a un effet bénéfique sur tous les vaccins, donc j'espère que ça va en avoir un sur Pneumovas. Donc voilà, donc vous avez en haut le bras contrôle, c'est-à-dire qui est recommandé par le Haut Conseil de santé publique, c'est-à-dire une injection de Prevnar 13 suivie de quelques mois plus tard de Pneumo 23 chez des malades traités par rituximab. Pourquoi le rituximab? Parce qu'induire l'endoxan et le rituximab, ça aurait induit des mécanismes d'action différents des médicaments, donc une complexité dans l'analyse. Et aujourd'hui, on peut quand même dire que 2/3 des patients sont traités par rituximab en induction et 1/3 par endoxan. Et ensuite, les 2 stratégies innovantes ciblent uniquement le premier, le Prevnar 13, celui qui est dépendant des lymphocytes T, puisque c'est probablement sur lequel, déjà, c'est celui qui se fait au début, et pour lequel on se dit que malgré l'utilisation d'un anti-B, on va peut-être avoir une réponse résiduelle. Et donc, le choix a été fait de le bras B faire double dose à J0 et double dose à J7 lors du 2e rituximab ou quadruple dose à J0. Juste pour rassurer tout le monde, il y a des études chez le sujet de plus de 70 ans sain avec l'époque où on faisait le Prevnar 9 qui montrent que c'est plus efficace de faire plus et c'est bien toléré. Il y a peut-être un peu plus de réaction locale. Il y a une étude qui vient de passer dans la grippe montrant que des doses augmentées de vaccin antigrippal chez le personne âgée, c'était associé à une meilleure protection. Donc ce que je veux dire, c'est que le fait de se dire que ça va avoir un risque, même s'il faut être prudent, de faire plus de vaccins par une réaction locale plus importante. En tout cas, les données qui sont disponibles dans la littérature sont plutôt rassurantes. Et donc voilà, et on se dit qu'il n'y a qu'à y gagner, mais encore faut-il faire l'étude pour le voir. Alors, c'est 120 pour ce patient planifié, 40 par bras. Le premier a été inclus juste avant Menritseg, donc le 1er février. C'est 18 mois de suivi. Et au début, on avait 24 mois d'inclusion prévus, là encore, parce que ça devait faire un bon prix, quoi. Donc voilà. Il n'empêche que les inclusions, j'avais pas la courbe récente, mais sont pas aussi rapides que prévu, parce que là encore, il y a toujours l'inertie du début d'ouverture des centres, il y a l'effet de la théorie du complot contre les vaccins, mais c'est pas si mal, hein. On est à 48 patients inclus au lieu probablement 1. Il y a des gens déjà vaccinés. Et il y a des gens déjà vaccinés, donc en fait ça concerne surtout les néo-vaccinés, parce qu'en fait les néo-malades, parce que pour être inclus, il faut avoir une vascularité en poussée. Je suis passé un peu vite là-dessus en fait. Voilà. Il ne faut pas avoir de chirurgie étant donné la méfiance qui persiste, mais il faut avoir une vascularite qui est traitée par rituximab, et les critères d'exclusion, c'était d'avoir été vacciné à tout moment de sa vie par le Prevnar 13. Donc c'est pour ça que ceux qui ont été les bons élèves avant ne peuvent pas inclure leurs patients rechuteurs. En revanche, si le patient a été traité par Pneumo 23 à l'époque, il faut 3 ans de délai. Ça, c'est habituel dans les études vaccinales pour le pneumocoque. Donc voilà, donc c'est pourquoi que ça explique un petit peu tout ça. Et donc, nous, on a décidé en amont, alors que le protocole va se terminer dans 10 mois, de déjà anticiper qu'on n'atteindrait pas l'objectif au bout de 24 mois. Et donc, qu'il fallait trouver des fonds pour prolonger
de 12 mois les inclusions. Et prolonger de 12 mois les inclusions, bah, c'est pas gratuit. Et juste pour vous donner une idée, c'est 100 000 € pour prolonger d'1 an. Alors même qu'on n'a pas un médicament qui coûte cher, hein, les vaccins, ça coûte globalement rien. C'est pour vous dire que c'est juste aussi pour l'organisation du protocole, le data management, la qualité du recueil des données. Et donc en fait, ça coûte cher d'avoir de la bonne recherche, mais voilà. Et que là, bah, je remercie quand même beaucoup Pfizer et je remercie beaucoup Xavier qui a beaucoup aussi aidé pour cela, qui va entre guillemets fournir l'enveloppe budgétaire. Donc Pfizer, c'est ceux qui financent le Prevnar 13. Donc il y avait un intérêt pour eux, c'est pour ça qu'ils le font aussi. Mais d'un autre côté, pour nous, il n'y a pas eu du tout d'entrée de Pfizer dans le design, dans quoi que ce soit. Et donc, bah, normalement, on devrait pouvoir prolonger. Et donc, il y aurait encore plus d'1 an et demi d'inclusion pour arriver à cette question qui est quand même importante parce qu'elle permettra, même si c'est les vascularités en cas, bah, d'apporter des réponses sur comment vacciner les malades contre le pneumocoque. Je dirais quelle que soit leur maladie de fond quand ils ont du rituximab. Et ce qui va être montré au cours des vascularités en cas, ça sera peut-être sûrement utile dans la polyarthrite rhumatoïde, dans le purpura thrombopénique immunologique ou autre. Et au final, il n'y a pas d'études vaccinales équivalentes dans le monde à ce stade. Donc autant dire que bon, c'est quand même la portée peut être beaucoup plus large que juste les vascularites. Et bon, c'est vrai que c'est pas tourné vers une biothérapie, c'est plutôt vers les comorbidités. Et par expérience, pour avoir fait Stadvas et Réovas, et je lance aucune critique, hein, c'est juste que c'est une constatation. Les études de ce type-là sont beaucoup moins sexy et donc beaucoup moins attractives que les autres. Mais d'un autre côté, je pense que c'est la spécificité, en tout cas quand on regarde les autres groupes dans le monde, du groupe français de s'intéresser aux comorbidités. Parce que on regarde ce qui est fait dans les autres groupes anglais ou américains, c'est beaucoup de la biothérapie, de la combinaison de biothérapie en induction, alors qu'on a des schémas aujourd'hui qui marchent bien, mais à l'évidence des tolérances qui peuvent être améliorées. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc 18 mois encore au moins d'inclusion, c'est beaucoup. Donc franchement, je compte beaucoup sur vous. Vous aurez sûrement des mails du dimanche encore de temps en temps. Mais voilà, c'est comment ? Et les jours fériés aussi, donc voilà, donc le dimanche et les jours fériés. 52 €. Le Prevnar, 52 €. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça coûte pas cher le vaccin.